je suis maître de conférence à l'université Paris 7 en biologie génétique évolutive. Je suis aussi chercheur donc, dans la même université, à l'Institut Jacques Monod. Mon parcours, alors au début j'ai fait 2 années de fac de médecine que j'ai lamentablement raté. Et puis du coup je me suis réorienté, j'ai fait 2 années d'études en biochimie à l'université Paris 6. Puis j'ai intégré une licence de magistère de génétique à l'université Paris 7. Et j'ai réalisé ensuite une thèse à l'université Paris 11, j'ai essayé de faire un tout petit peu toutes les universités parisiennes, sur le sujet de l'évolution du système nerveux. J'ai quitté mon laboratoire de thèse ensuite avec un doctorat et je suis allé en postdoc à New York pendant 2 ans pour travailler sur la régulation génétique et évolutive chez une acidis, un petit animal marin. Et ensuite j'ai retrouvé mon laboratoire de thèse pour occuper mon poste actuel qui est de maître de conf à l'université, justement, Paris 7. La question, c'est aussi sur la communication. Alors par contre, j'ai absolument aucune capacité et expertise en communication, à part que je parle beaucoup. En 2009, pendant que j'étais en train de faire ma thèse, justement, j'ai créé un blog, Strange Stuff and Funky Things, pour parler de science, parce qu'il fallait un petit peu que je décompresse de mon activité de recherche. Et du coup, après, très vite, j'y ai pris goût. J'ai rejoint diverses communautés. Une communauté qui s'appelle le Café des Sciences. Je l'ai rejoint très tôt. Et au sein du Café des Sciences, j'ai voulu créer d'autres plateformes d'agrégation de contenu de vulgarisation scientifique. Ça a commencé tout d'abord par Strip Science, qui est une plateforme d'agrégation d'illustrations scientifiques. Donc tout ce qui est webcomics, tout ce qui est BD à caractère scientifique, je voulais le rejoindre sur une même plateforme d'agrégation. Et très vite, j'y ai pris goût, j'ai vu que ça pouvait marcher, que ça permettait d'avoir justement des gens qui parlaient entre eux, des illustrateurs, des blogueurs, et du coup, comme ça marchait, qu'on arrivait à faire des choses assez intéressantes, comme des événements, on a par exemple créé des émissions radio dessinées avec Strip Science, on a été invité sur des festivals, comme par exemple le festival Festiblog. Du coup, je me suis dit, c'est super ça, maintenant que je vois qu'il y a un petit peu de blogueurs scientifiques qui veulent aussi faire de la vidéo, est-ce que ce serait pas la bonne occasion, justement, pour obtenir fonder une nouvelle plateforme de contenu scientifique, et c'est comme ça que j'ai créé Vidéosciences. J'ai envie de dire à tout le monde, j'espère, je pense que c'est très naïf de penser ça, peut-être que je suis un optimiste invétéré, pathologique diraient certains. Voilà, moi j'espère que c'est pour tout le monde, mais à vrai dire, il faut être internaute, il faut aimer un tout petit peu la science, en tout cas être curieux de ce contenu scientifique, et aimer les vidéos. Voilà. Alors niveau argent, on a 0 financement, à part le fait que le projet Vidéosciences est soutenu par le Café des Sciences, c'est un projet partenaire, ça démarre du Café des Sciences, le Café des Sciences qui est une association, donc on peut parfois utiliser un tout petit peu des fonds de l'association pour pouvoir financer certains aspects de Vidéosciences, comme par exemple l'hébergement de Vidéosciences, qui est compris par Café des Sciences, certains défraiements, certains frais pour, par exemple, des événements qu'on organise avec Vidéosciences, mais sinon, tout le reste, c'est du bénévolat. Alors, on n'a absolument aucun contact avec YouTube. En fait, chaque vidéaste qui rejoint Vidéosciences a sa propre politique, a sa propre gestion de son financement, et donc, en tant qu'unité, en tant que communauté, Vidéosciences n'a absolument aucun financement obtenu par YouTube, ou d'aide, ou de contact particulier. Pour les internautes, je pense que c'est essentiellement de ne pas aller chercher un petit peu partout. En tout cas, c'est le retour qu'on a eu de Vidéosciences, c'est qu'il y a pas mal d'internautes qui nous disaient « Ah, c'est pratique, comme ça j'ai découvert plein d'autres chaînes ». Et donc ça leur permet d'avoir en un bloc toutes les chaînes de sciences francophones, bien entendu, qui permettent justement d'avoir pas à chercher, glaner le web pour aller chercher du nouveau contenu. Après, bien sûr, on a d'autres envies, et donc on espère aussi que, par exemple, quand on organise des événements, on a été invité par notamment Geekopolis à réaliser une table ronde avec divers vidéastes et à animer un stand avec le collectif Conscience. C'était bien aussi de rencontrer un certain public, et j'imagine que ce public-là, il est assez content de pouvoir interagir avec nous à ces moments-là.
ça permet tout simplement de se rassembler dans un endroit pour pouvoir faciliter aux internautes la découverte de chaînes de vidéos scientifiques et donc aux vidéastes d'avoir une meilleure visibilité. Ensuite, on a une liste de diffusion qui permet à tous les vidéastes qui rejoignent la communauté de venir discuter ensemble. Et de ces discussions, on peut avoir de l'aide, mais on peut aussi avoir des projets collaboratifs, voire des événements qui naissent grâce justement à l'interaction des différents vidéastes. Bah, pour l'instant, en tout cas, moi je ne sais pas ce qu'est leur ressenti, mais personne, aucun youtubeur, aucun vidéaste ne m'a fait cette réflexion. Au contraire, ils viennent. On a eu plusieurs candidatures spontanées, donc ça me fait penser que c'est pas un risque, c'est pas un problème pour eux. Sur le format vidéo, personnellement, je connais que une plateforme qui a un domaine un tout petit peu plus large, c'est la Vidéothèque d'Alexandrie, dont le contenu concerne essentiellement tout ce qui est culturel, de manière très très large. J'étais ravi que ça se crée, en plus c'était à peu près au même moment, c'était très intéressant. Nous, on n'aurait pas pu parler par exemple d'histoire, on n'aurait pas pu parler de séries, ceux qui le font, donc je trouve ça très très bien que ça existe. Je suis en contact avec Benjamin Briot, qui est l'un des fondateurs de la Vidéothèque d'Alexandrie, et on a récemment organisé des sessions Skype justement pour que, et là il faut être vraiment très très honnête, la Vidéothèque d'Alexandrie nous vienne un tout petit peu en aide pour savoir comment nous gérer notre plateforme, etc. Parce que c'est un peu compliqué, et eux ils ont une expérience, parce qu'ils sont un petit peu plus grands justement en étant avec un plus grand domaine, et du coup on leur demande de l'aide et ils nous donnent des conseils, on se donne des suggestions les uns aux autres, et en tout cas ça c'est sûr, on est en contact. D'une part, le thème, la Vidéothèque d'Alexandrie, c'est culturel de manière générale, mais il y a aussi, et ça je pense que c'est les fondateurs qui portent cette différence fondamentale, une différence dans le traitement et le choix des vidéastes qui peuvent les rejoindre. Pour la Vidéothèque d'Alexandrie, la plupart des gens qui sont à la tête et fondateurs de cette initiative sont des vidéastes professionnels, c'est-à-dire qui travaillent dans l'audiovisuel. Et pour eux, ils attachent une extrême importance sur l'aspect visuel, audio, etc., sur la qualité générale de la vidéo. Et donc, ça faisait partie des critères qui leur faisaient se demander si un vidéaste pouvait les rejoindre ou pas. Moi, j'ai absolument aucune compétence. Si je faisais une vidéo, là, j'en ai fait qu'une et c'était bof-bof. Donc, je ne réalise absolument pas de sélection sur le contenu, et à vrai dire, au début de Vidéosciences, on acceptait tous ceux qui parlaient de sciences de manière générale. Et maintenant, on va peut-être faire un tout petit peu plus de restrictions sur le contenu, en se demandant s'il n'y a pas une propagation de faits erronés, mais certainement pas sur l'aspect visuel. Ça ne rentrera pas en compte pour Vidéosciences. Ça me fait un peu bizarre d'entendre cette question, parce que conventionnel, on l'oppose là, ici, à humoristique, et moi, c'est pas véritablement ce que je pourrais observer, en tout cas dans les vidéos qui sont agrégées sur Vidéosciences. Par exemple, on a des vidéastes, des chaînes de vulgarisation physique, sur la physique, qui font un contenu où ils ont demandé à des designers, à des étudiants en arts plastiques, de réaliser des vidéos. Et je ne peux pas dire que c'est conventionnel, parce qu'on les regarde, ils expliquent avec des livres pop-up, où ils expliquent avec des confettis ce que c'est que la lumière. Bon, c'est complètement bizarre, c'est pas humoristique, mais c'est pas conventionnel non plus. Donc c'est ça dont je peux être un peu fier vis-à-vis de Vidéosciences, c'est que c'est vraiment un écosystème de vidéastes dans lequel on trouve vraiment des contenus extrêmement variés. Mais bon, faut être honnête, donc on a 55 vidéastes à l'heure actuelle qui sont agrégés sur Vidéosciences. Il doit y en avoir une trentaine qui utilisent régulièrement l'humour comme un outil de communication sur leurs vidéos. En fait, ça a changé un peu au cours du temps, et on est encore en train de réfléchir à la démarche qu'il faut faire pour rejoindre Vidéosciences. Au début, c'est très simple, j'ai lancé la plateforme, c'est moi qui démarchais pour chercher des vidéastes. Personne ne connaissait Vidéosciences, il fallait bien mettre des gens dedans. Donc au début, j'ai cherché parmi les blogueurs du Café des Sciences, il y en avait certains qui s'étaient lancés dans la vidéo. Puis j'ai contacté d'autres personnes comme Bruce Dipensé, Experiment Boy, etc., qui ont progressivement rejoint Vidéosciences, juste pour être contributeurs, hein, pas nécessairement pour faire partie du noyau de Vidéosciences. Et puis ensuite, très très vite, j'ai demandé
que je ne sois pas le seul à démarcher, que d'autres membres de Vidéosciences écument un petit peu Internet pour essayer de trouver d'autres personnes. Et donc ça s'est fait. On s'est vite confronté au fait que probablement il y aurait bientôt beaucoup de gens et qu'il faudrait savoir si ces gens disent quelque chose systématiquement avec une forte véracité scientifique. Du coup, à l'heure actuelle, maintenant, on a installé une sorte de session, un mois, une période probatoire dans laquelle on évalue, c'est-à-dire que tous les membres du Vidéosciences évaluent un tout petit peu le contenu pour voir s'il n'y a pas des problèmes, pour tirer la sonnette d'alarme vis-à-vis des contenus des candidats de Vidéosciences. S'il y a un problème, on leur fait part, et s'il n'y a pas de problème, on intègre au bout d'un mois et on fait rebelote comme ça au fur et à mesure. Le processus de sélection, pour l'instant, c'est uniquement sur le contenu scientifique. Et dans cette période probatoire d'un mois, on évalue tout simplement s'il n'y a pas des faits scientifiques qui sont volontairement propagés de manière erronée. Donc, en gros, on contacte le vidéaste en lui disant « Voilà, ici, il semblerait que tu aies fait une erreur. » Et si la personne dit « Non, non, c'est pas une erreur, j'en suis sûr, etc. » et continue à le faire et que ça va vraiment à l'envers du consensus scientifique, là, on ne fera pas rejoindre la personne. Donc c'est à ça dont on est particulièrement vigilant dans Vidéosciences, mais pas du tout sur la qualité de production des vidéos. Je pense que c'est une perpétuelle interrogation au sein des communautés de vulgarisation scientifique, que ce soit même les journalistes scientifiques. C'est compliqué de se demander ce qui est vrai scientifiquement, parce que de toute façon les scientifiques se posent cette question tout le temps et remettent en question les faits scientifiques. Donc la meilleure chose qu'on a mis au point, c'est tout d'abord d'entamer un dialogue entre vidéastes et blogueurs scientifiques et scientifiques. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on réalise ce qu'on a appelé, c'est une nouvelle méthode, ce qu'on appelle du peer videoing. Ça évoque le peer reviewing qui existe chez les revues scientifiques, c'est-à-dire une revue par les pairs, une évaluation par les pairs du contenu scientifique pour les revues scientifiques. Et en gros, on essaie de faire la même chose, sauf que ici, les pairs, ce seront les vidéastes ou autres membres des collectifs comme Café des Sciences, Trip Science, etc., pour évaluer s'il n'y a pas des erreurs grossières qui ont été faites d'un point de vue scientifique sur les vidéos au moment de la production, c'est-à-dire sur le script, sur un premier rush, sur les vidéos, etc. Et pour justement étendre cette pratique, d'une part, on a lancé ça au sein des listes des diffusions de Café des Sciences et Vidéosciences, mais on a aussi créé des groupes Facebook dans lesquels on invite des experts et des amateurs éclairés de différents domaines, la biologie santé, la physique, la chimie, les sciences sociales, etc. Et on fait rejoindre tous les gens de Vidéosciences et du Café des Sciences sur ces groupes pour qu'il puisse y avoir un avis des personnes, des experts qui ne font pas partie de ces communautés-là et avoir le maximum de retours avant la diffusion des contenus de vulgarisation. Alors, à savoir que, par contre, il n'y a absolument rien de ces pratiques-là qui ont un caractère obligatoire au sein de Vidéosciences et des autres communautés. Alors moi, tel que je comprends la question, je la séparais en plusieurs parties, c'est-à-dire qu'il y a le support, en fait, qui a considéré dans cette question, c'est-à-dire qu'on a le support vidéo, qu'on retrouve à la télé ou sur YouTube, et ce support, il peut varier, par exemple, ce n'est pas de la radio, audio, ce n'est pas du dessin, l'illustration, ce n'est pas de l'écrit, comme ce qu'on peut voir sur les blogs ou sur les journaux papier. Donc il y a le support, et la vidéo pour moi, ce qui est intéressant, c'est que ça se distingue des autres, audio, écrit, etc., par l'attraction que ça peut avoir. Mais par contre, en termes d'inconvénients, moi je vois une certaine passivité. C'est-à-dire que l'audio, par exemple, on peut écouter un podcast et se mettre, ou écouter la radio et faire d'autres choses pendant ce temps. Ce ne sera jamais le cas pour la vidéo, où on a besoin d'être totalement à corps oubliés devant la vidéo qu'on est en train de regarder. Donc ça, c'est peut-être un inconvénient, mais par contre, c'est très très attractif, ça c'est l'avantage. Maintenant, si on parle sur la diffusion, la différence entre le média YouTube qui se trouve sur Internet et la télé, qui se trouve donc être une production soit par des grandes chaînes nationales, soit par des chaînes privées, la grosse différence pour moi, c'est d'une part les investissements qui sont derrière, l'argent qui est brassé par exemple par les chaînes, qui, on peut le remarquer quand même, s'amoindrit assez fortement.
et sur YouTube où ce sont des gens, n'importe qui en fait, qui en fonction de leurs moyens peuvent commencer à produire des vidéos. Alors ce qu'il y a, c'est que à mon avis YouTube en termes de bénéfices, c'est-à-dire en termes d'argent que ça peut générer, c'est beaucoup moins important que pour l'instant la place qui est donnée aux audimat des chaînes télé, etc. Donc en soi, c'est pas très attractif pour des chaînes de production qui veulent lancer leur contenu et qui avaient l'habitude de faire ça sur la télé. C'est beaucoup moins lucratif que ce genre de contenu. Mais je pense qu'en fait, tout ce beau monde est en train de se réduire comme ça, de s'interpénétrer. C'est-à-dire que des chaînes de télé vont commencer à engager des vidéastes pour créer du contenu sur la télé. Et des chaînes de télé vont aussi commencer à lancer leur chaîne YouTube. L'intérêt sur YouTube, c'est pas qu'ils vont nécessairement avoir de l'argent, mais peut-être qu'ils vont contacter un public et entamer une conversation. Parce que ça c'est un des gros aspects de YouTube ou de tout ce qui se fait, tout ce qui est diffusé sur Internet, c'est qu'il y a une certaine interactivité, une possibilité de faire aussi du contenu viral qu'il n'a pas sur la télé. La télé, tu peux appeler ton voisin pour te dire « Ah, dis donc, Matelas 2, quelque chose », bon, c'est pas énorme, tandis que véritablement l'aspect viral de ce qui peut être partagé sur Internet est énorme, et interactif aussi, c'est-à-dire que les internautes peuvent commenter, ce qui se fait d'ailleurs sur les gros médias de diffusion massive comme la télé ou les radios, et qui commencent à avoir leurs réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'ils s'affichent sur les réseaux sociaux pour justement entamer ce dialogue. Les journalistes scientifiques, moi je les oppose pas nécessairement aux youtubeurs, déjà parce qu'il y a des journalistes scientifiques qui sont youtubeurs. Sur Vidéosciences, vous allez pouvoir trouver des vidéos qui sont réalisées par des professionnels, c'est-à-dire des scientifiques. Vous allez pouvoir trouver des journalistes, vous allez pouvoir trouver des instituts, il y a le CNES, il y a la Tête au carré, donc des médias de journalisme qui sont présents sur Vidéosciences, mais il y a aussi des amateurs, etc. Donc je les oppose pas parce que tout simplement les deux peuvent se retrouver sur le même média. Par contre, on peut parler de crédibilité du contenu, et pour moi, je sais qu'il y en a une qui est perçue, celle du public, ou qui vont se dire « Ah bah dis donc, c'est publié dans tel ou tel journal, c'est publié dans tel ou tel journal télévisé ou de radio, etc. » Donc ça a nécessairement une caution de crédibilité, ce que je réfute totalement, à mon avis. La caution de crédibilité, elle est par une transparence sur la manière dont on s'est assuré qu'on ne transmet pas des choses erronées, et justement Vidéosciences tâche à pallier à ça en mettant en place ces mécanismes de peer reviewing, etc. Je sais que c'est une question qu'on nous avait posée, enfin plutôt qu'on a préparée dans le cadre d'une table ronde qui a eu lieu à Geekopolis. Et moi j'avais mes opinions, et à l'issue de cette table ronde, ça a complètement changé, parce que j'ai entendu justement les vidéastes professionnels comme Bruce Dipensé, les frères Poulain et d'autres vidéastes qui étaient invités et qui ont exposé tout simplement les limites de ce concept de prof 2.0. Donc non, je pense que les vidéastes ne sont pas des profs 2.0, ils ont absolument pas une nécessité ou une vocation à enseigner des choses, ils ont une vocation à transmettre des choses, que ce soit du fun, ou que ce soit de la science, ou que ce soit du savoir, etc. Mais c'est uniquement de la transmission, et c'est pas de l'enseignement qui passe par de la transmission essentiellement, mais d'autres choses, de la pratique, de la supervision, tous ces autres aspects de l'enseignement qui ne peuvent pas être réalisés au niveau de la vidéo. Et donc, je pense cependant que moi, en tant que prof, je vais utiliser la vidéo, mais je vais surtout utiliser le concept de faire réaliser des vidéos à mes étudiants pour qu'ils acquièrent justement ces réflexes-là. On va mettre en place une unité d'enseignement dans mon université pour pouvoir proposer à des étudiants de faire de la vidéo, des blogs, etc., pour qu'ils se mettent dans le rôle de l'enseignant et que ce soit une manière efficace d'enseigner. Oui, alors les vidéos sur YouTube ou sur toutes les autres plateformes sont plus nombreuses. J'ai l'impression de manière générale c'est mieux, et c'est vraiment beaucoup plus divers. Alors c'était une bonne question. Selon moi,
à vrai dire, je ne suis pas Nostradamus, je ne peux pas savoir. Mais par contre, il y a des tendances quand même qu'on peut observer à l'heure actuelle. Par exemple, il y a l'initiative de l'Esprit Sorcier qui se déplace de la télé de manière un petit peu forcée, vers le contenu d'Internet. Il y a d'autres chaînes aussi qui commencent à se créer. Il y a Univers Science qui se retrouve maintenant sur YouTube. Et ça pose la question, est-ce que tout le monde ne va pas se retrouver sur Internet? Est-ce que toutes les chaînes, finalement, ne vont pas non plus avoir avoir pignon sur rue sur Internet? Et derrière ça, il y a la question de, justement, à partir du moment où tout le monde se retrouvera sur Internet, est-ce que ce ne sera pas tellement fouillis qu'on ne pourra jamais s'y retrouver? Est-ce que ce ne sera pas trop dur de trouver du contenu pertinent? Et c'est peut-être en ça que Vidéoscience apportera une réponse intéressante pour les internautes, on l'espère, en filtrant tout le bruit pour amener, en tout cas, déjà, tout ce qu'il y a de scientifique en termes de vidéos francophones, et peut-être de ce qu'il y a de qualité. Moi, j'ai pas d'avis sur YouTube en soi, c'est une plateforme de diffusion de vidéos, donc YouTube ou quelque chose d'autre, j'ai pas d'avis. Les vidéastes, ils ont leurs vidéos dans leur disque dur, à n'importe quel moment, ils peuvent les re-uploader, donc les re-téléverser, pour parler en français, sur une autre plateforme, que ce soit Dailymotion, que ce soit une énième plateforme qui se crée, pour pouvoir diffuser les vidéos. Là, la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les vidéastes auront toujours autant de liberté?